Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, nous amène aux États-Unis pour retrouver notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, pour ce quart d'heure américain qui nous permet d'entamer la semaine. Bonjour camarades, bonjour Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, commençons par ce qui fait les gros titres chaque jour, jour après jour, les licenciements dans le secteur des technologies aux États-Unis. Et effectivement, ce sont des entreprises qui ont peu l'habitude de licencier ou d'annoncer des restructurations et des réductions d'effectifs. Et donc, chaque jour qui passe fait les gros titres, effectivement, avec des annonces qui se succèdent. Dernière en date, ça doit être Salesforce, peut-être. On tient la comptabilité même. Il y a des gens payés pour tenir la comptabilité du nombre de licenciements et de réductions d'effectifs qui ont lieu dans la tech en ce moment. Est-ce que c'est la simple correction de quelques excès du passé spécifiques à ce secteur, ou est-ce qu'il faut y voir un indicateur avancé plus négatif pour l'ensemble de l'économie américaine, Pierre-Yves? Mon impression, c'est que c'est d'abord un rattrapage assez logique d'excès qui ont été commis, en particulier durant la période de la pandémie. Le marché, semble-t-il, est plutôt de cette voie que les valorisations globalement du secteur sont tombées à 21 en termes de PER attendus, alors que vous vous souvenez, on était tombé à 11 à la fin de l'explosion de la bulle conséquente à la grande crise financière de 2008. Et les analystes s'attendent à une chute des profits par action au cours du quatrième trimestre de l'ordre de 9%, mais à un rebond au cours des prochains trimestres. Ce qui donc accrédite le scénario d'un rattrapage. Si on regarde les chiffres globaux de l'emploi dans le secteur de la technologie aux États-Unis, aujourd'hui c'est 4 400 000 personnes, c'est-à-dire 440 000 de plus qu'au début de la pandémie. L'an dernier, on a embauché dans ce secteur 260 000 personnes. On a annoncé aussi, en gros, la suppression de 100 000 postes qui sont en ce moment même en train d'être supprimés. Donc c'est un rattrapage. Alors c'est un rattrapage qui fait tout drôle. Pourquoi? D'abord parce qu'il est assez violent. En termes de profit, on se rend bien compte, si on regarde la manière dont les analystes ont modifié leurs anticipations. Il y a 3 mois, par exemple, on pensait que les profits seraient stables. Maintenant, on anticipe un recul de 9% des profits dans le cadre d'un marché qui verrait les profits par action tomber d'à peu près 4 à 5%. Donc en 3 mois, il s'est passé beaucoup de choses et puis ces annonces se succèdent. On a un petit peu l'impression qu'il y a une concurrence à celui qui va annoncer le plus de suppression d'emplois. C'est le cas par exemple aujourd'hui de Shopify. C'est quelque chose qui fait mal à une jeune génération d'ingénieurs qui n'a pas l'habitude de cela parce qu'ils n'étaient pas au début du siècle et ils ne se souviennent pas de la suppression sur l'ensemble de l'industrie de 5% des effectifs au moment de l'éclatement de la bulle de 2001. Ils ne se souviennent pas non plus de la suppression globale de 6% des effectifs dans la technologie en 2008. Donc c'est quelque chose qui leur fait d'autant plus mal qu'il faut bien le dire, ils sont habitués à une forte croissance, habitués à des conditions de travail exceptionnelles, à la nourriture gratuite au travail, le transport payé, le gymnase, les massages, tout ce qu'on peut faire pour que ces chers petits champions du code soient dans les meilleures conditions possibles. Et puis, quand la pandémie arrive, ils refusent d'aller travailler au bureau et on ne sait plus comment leur demander assez gentiment de bien vouloir avoir l'extrême obligeance de revenir travailler. Donc, toute cette génération dorée, un petit peu, je suis délibérément critique, se réveille en sursaut et ça n'est pas agréable. Et puis, il y a dans certains cas très précis, Twitter et la caricature avec 50% de suppression d'emplois, 10%, oui, 10 à 13%. Salesforce, ça fait désordre, Salesforce. 10% de suppression des effectifs, ça fait tellement désordre qu'on a des activistes investisseurs qui sont en train de se pencher sur la question
et qui se demande si M. Benioff est en train de gérer son empire correctement. Oui, mais vous l'avez très bien dit, Pierre-Yves. D'un mot, on sent bien qu'il y a presque une course, effectivement, à l'annonce de ces restructurations, alors qui passe par des réductions d'effectifs, des licenciements. Au passage, est-ce qu'il faut vraiment être inquiet pour cette génération de développeurs, de codeurs? Est-ce que c'est pas plus du turnover? Ces gens-là, on l'espère, vont quand même retrouver du travail assez vite, peut-être dans d'autres secteurs qui étaient peu attractif pour cette main-d'œuvre un peu dorée. Mais il y a une vraie course après des cours de bourse qui ont chuté de 30, 40, 50% et plus parfois pour certains de ces groupes. Et je voyais que l'annonce chez Google, effectivement, la réaction de marché est tout de suite positive. C'est ah, ça y est, le top management prend enfin les choses en main, on rationalise, on réalloue, on restructure. Boum, ça y est, le cours de bourse souffle un peu. Oui, ça leur fait tout drôle. Chez Google, ils n'ont pas du tout l'habitude. Il y a toutes sortes de communautés, virtuelles ou pas virtuelles d'ailleurs, qui se sont créées. On attend un town hall meeting la semaine prochaine où Sundar Pichai va devoir s'expliquer, répondre à des questions qui certainement seront très pointues de la part de gens qui se réveillent le matin, se connectent à leur réseau pour voir qu'est-ce qu'ils ont comme email et qui découvrent à ce moment-là que on leur a coupé l'accès au réseau et du groupe, ce qui ne les empêche pas par ailleurs de toucher des indemnités, etc. etc. L'an dernier, 80% des personnes qui ont perdu leur emploi dans la haute technologie ont retrouvé un travail en 3 mois. La pénurie de l'emploi d'une manière générale et en particulier dans la technologie est quelque chose qui tout de même favorise la mobilité en ce moment. Je ne suis pas trop inquiet pour quand même ce que va nous annoncer Microsoft demain, ses résultats trimestriels. Parce que Microsoft, on anticipe maintenant un plongeon assez marqué de la demande de PC. On anticipe des résultats plats et on anticipe, sans faire d'ironie, une chute à 30% du taux de croissance dans la demande des services sur le cloud. Alors beaucoup d'industries aimeraient en dire autant. Si Microsoft, qui est une société très diversifiée, qui est une société qui a quand même une culture de la concurrence que n'a probablement pas Google, si Microsoft est vraiment pessimiste, peut-être que là c'est le signal d'un retour de conjoncture qui peut-être sera plus violent que prévu. Microsoft assure effectivement demain soir la publication trimestrielle de Microsoft après la clôture des marchés américains. Pierre-Yves, dans le carnet du jour, nouveau Chief of Staff à la Maison-Blanche. De quoi s'agit-il? Qui est-il? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, personne dans l'Amérique moyenne et même dans le monde politique américain ne connaît Jeff Zients, même un petit peu connu. Il a 56 ans. Il va donc succéder à Robert Klein. C'est lui qui sera, on l'appelle ça, secrétaire général de la Maison-Blanche. C'est un emploi très important parce que c'est un emploi qui permet de protéger le président de tout ce qui pourrait le distraire. C'est un emploi qui permet d'organiser la priorité de la gestion et du travail de la Maison-Blanche. Jeff Zients est connu pour être quelqu'un qui sait très bien faire ça. C'est un technocrate qui n'est pas un spécialiste de la policy, de la question politique, mais c'est quelqu'un qui sait très bien manœuvrer les femmes et les hommes et les institutions et organiser la priorité des choses. Qu'est-ce qui se profile là derrière? Probablement le fait que va être doublé à côté de lui un certain nombre de spécialistes des questions plus administratives et qui vont gérer la campagne de candidat Biden, puisqu'on anticipe une annonce de candidature de Joe Biden probablement dans une quinzaine de jours ou 3 semaines. Peut-être d'ailleurs que cette annonce serait déjà intervenue si le scandale de la découverte de documents ultra secrets cachés depuis des années dans des tiroirs de la résidence du président Biden ou de certains de ses bureaux dans le Delaware, si ce scandale n'avait pas éclaté, il est possible que Joe Biden se soit déjà déclaré. Mais il est normal, il est dans la tendance historique qu'à la mi-mandat, le Chief of Staff de la Maison-Blanche
soit changé et que ce changement s'opère selon des critères qui sont conformes à un réalignement des priorités, à la fois législatives. Il ne va pas se passer grand-chose sur le plan législatif à Washington. Le Congrès est complètement déchiré et les républicains, qui ont une toute petite majorité, sont eux-mêmes déchirés entre eux. Donc ça va être la gestion du blocage. Pour ça, on n'a pas besoin du même profil de Chief of Staff. En revanche, il va falloir quelqu'un qui protège le président des difficultés qui peuvent se présenter et un autre groupe de personnes qui, à côté, vont organiser la campagne du président. Mais donc, en 30 secondes, Pierre-Yves, oui, c'est acquis. Joe Biden va annoncer sa candidature à sa réélection. Écoutez, il ne m'a pas téléphoné qu'il allait le faire, mais tout le monde a compris qu'il allait le faire. Et il serait surprenant qu'il ne le fasse pas. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, 17h45 en direct, rediffusé à 20h45 sur Bismart, que vous retrouvez bien sûr en replay et en podcast pour ce quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Voilà pour cette édition de Smart Bourse. Retour de l'émission demain, 12h30 en direct sur Bismart.